Oh oui, mes amis. Ici Tom La Rufa depuis Bolène, le fief de la héritage catch professionnel. Il est samedi matin 10h30. SmackDown a été regardé et c'est parti pour la hashtag TLR Reviews de ce SmackDown à la veille de Crown Jewel. Oh oui, alors vous avez vu je pense les quelques petites annonces de la conférence de presse de Crown Jewel en direct d'Arabie Saoudite. Grosso modo, les ceintures vont rester là-bas. Alors est-ce qu'elles sont réellement en or avec des diamants et qu'elles valent tant d'argent que ça pour qu'elles restent en Arabie Saoudite? Qui sait ça? C'est le genre de choses, vous savez, ils seraient capables de le faire. Ils seraient capables de le faire aussi bien la WWE que les princes, je sais même pas le nom de la famille royale là-bas. Ils seraient capables de le faire. Et donc le champion aura une bague qui apparemment sera un événement annuel. Alors ça peut être intéressant en effet, j'avoue, que sur un pay-per-view dans l'année, les deux champions s'affrontent pour savoir lequel est le meilleur. Franchement, ça peut être pas mal. C'est un concept presque inédit, oui, dans l'histoire de la WWE. Et franchement, c'était une agréable surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça. Et donc nous avons eu le 1er novembre 11-1 aux États-Unis, portail énergétique. Nous avons eu donc ce SmackDown qui était un peu le go home à Crown Jewel. Alors déjà à la base, j'avais vérifié. Ce SmackDown avait été enregistré à Brooklyn après un Raw. Et ça s'est ressenti dans cette émission. C'est ce qu'on va voir. Donc dans cette hashtag TLR Reviews numéro 57, je crois bien maintenant. Maintenant je vais dire le numéro à chaque fois. Oh oui. Donc, commençons direct SmackDown, on fera après tout le reste dans la conclusion. Donc, on commence par un face-off qui nous avait annoncé entre Nia Jax et Liv Morgan. Alors, le truc, c'est qu'on va pas se mentir, les amis. Nia Jax est dans une position dominante dans son booking. Encore plus physiquement, elle est ultra imposante comparée à Liv Morgan. Donc, partie de là, je pense que l'issue du match est très prévisible. Au micro, elle domine. Et c'est probablement la catcheuse pour moi la plus imposante et la plus impressionnante de toute l'histoire de la WWE. La seule à la limite qui pourrait lui arriver à la cheville, on va dire, et encore dans niveau taille c'est à peu près pareil, c'est Amazing Kong, Karma si je dis pas de bêtises à la WWE, mais vu la carrière qu'elle a eue, parce qu'elle n'est pas restée longtemps, déjà la WWE elle est restée même pas un an, elle a fait un beau parcours à la TNA un peu au Japon, mais voilà, si tu brilles pas sur le mainstream WWE ou alors maintenant AEW ou même New Japan, c'est dur de dire que t'es une légende ou t'es une des faces de l'industrie. Et donc Nia Jax, elle, franchement, je pense que dans l'histoire, alors au moins qu'un jour ils en trouvent une plus grosse, ça va être la catcheuse la plus imposante de l'histoire de l'histoire du catch féminin, presque mondial. Oh oui, d'autant plus qu'elle a l'héritage de l'ADN, de faire partie d'une longue dynastie de catcheuses avec du sang samoa dans les veines. Oh oui. Donc bref, partie de là, Liv Morgan arrive donc pour ce face-off, et franchement je vous repose la question, qui croit sincèrement que Liv peut battre Nia Jax une contre une, pardon. Après bien sûr, sans intervention, parce que ça en fait ça va être ça le gros thème, j'allais dire, des pronostics pour Crown Jewel qu'on va faire à la fin. Le truc, c'est qu'avec des interventions, tout le monde peut battre n'importe qui, en fait. Et c'est bon. Attention, ça fait partie du catch. Mais d'un autre côté, surtout pour ce qui est de matchs de championnat, les interventions devraient être interdites au final. Enfin, trop. Parce que maintenant, Liv Morgan, le truc, on va pas se voiler la face. Déjà, c'est impossible physiquement qu'elle batte Nia Jax. D'un point de vue purement, entre guillemets, si le catch était vrai, dans les storylines. Donc c'est impossible qu'elle la batte physiquement. Et dans le booking aussi. Dans le booking que chacune ont eu ces derniers mois, Nia Jax elle domine tout le monde, et Liv Morgan elle gagne toujours soit avec des interventions de Dominique, soit avec des interventions de maintenant de, j'allais dire Sandrina Lopez, de Raquel Rodriguez. Le booking de Liv Morgan en championne, alors oui c'est une championne heel donc forcément elle triche, elle est peureuse et tout, mais d'un autre côté c'est pas une menace crédible, surtout qu'en plus à chaque fois elle se fait exploser par Rhea Ripley, Rhea Ralenti. Bon là même si Rhea Ralenti apparemment s'est fait casser des os dans le visage à NXT, alors est-ce que c'est parce qu'elle va partir tourner un film peut-être qu'ils lui font faire une absence comme ça, et puis comme ça libère un peu le champ pour éventuellement
Alors j'allais dire, ouais, parce que n'oublions pas que Charlotte Flair doit revenir bientôt. Hein, donc est-ce qu'elle va revenir, Charlotte, pour feuder avec Nia ou avec Liv Morgan? Bonne question. Ouais, bonne question. Oh oui, oh oui. Bref, donc ça pour dire, littéral, donc qui croit que Liv Morgan peut battre Nia Jax? Sans intervention, je parle bien sûr. Et donc, bon, bref, ils nous tissent ce match. Et là, par contre, pareil, il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Tiffany Stratton arrive, donc pendant ce face-off, parce qu'on s'y attendait, parce que c'est la. Elle est associée à Nia Jax depuis quand même pas mal de temps. Et là, par contre, elle prévient littéralement Nia Jax en lui disant: toi, par contre, fais gaffe, peut-être que je vais cash in contre toi. À Crown Jewel. Mes amis, en deux phrases là, est-ce que la WWE n'a pas balancé par la fenêtre des mois de booking? Des mois de booking avec la storyline entre Tiffany et Nia Jax, ils ont super bien développé, où Tiffany était littéralement apeurée de se rebeller contre Nia Jax, et là en un segment, la veille de Crown Jewel, mais qui a été tourné il y a plusieurs semaines, t'as Tiffany qui arrive en disant: Liv Morgan, je vais peut-être cash in contre toi à Crown Jewel, fais gaffe. Et là, Nia qui fait: oui, oui, c'est vrai, fais gaffe, hein, Tiffany va peut-être encaisser contre toi son Money in the Bank. Et là, Tiffany se retourne vers Nia Jax, elle lui fait: non, non, mais toi, Nia Jax, calme-toi, hein, je vais peut-être aussi encaisser contre toi. Vous savez, si j'étais un peu taquin, je dirais, on aurait dit un booking à la, je vais pas dire à la AEW, mais un booking à la AEW Dynamite de cette semaine. Le truc qui a ni queue ni tête. Donc, mes amis, pour ceux qui disent que la AEW c'est de la MRD au niveau booking et que WWE ils sont parfaits, non, là c'était vraiment bof. C'est vraiment bof, et bon, même si après il y a eu un segment backstage, je lui ai dit: oui, non, mais ça faisait partie de mon plan de lui faire croire que j'allais encaisser contre toi, mais non, c'est pourri en fait. En fait, vous avez tué toute la vibe en fait. Mais bon, c'est comme ça, mes amis, c'est comme ça. Donc suite à ça, on a eu un singles match entre Tiffany Stratton justement et Liv Morgan. Alors franchement, c'était par contre un bon petit match. Un bon petit match assez rapide entre deux superbes blondes, hein, on va pas se voiler la face. Et Tiffy Time perd le match suite à une tentative d'intervention de Nia Jax. Alors est-ce que pareil, est-ce que ça a commencé à créer de la distance? Ça aussi, nous verrons, nous verrons, nous verrons. Nia Jax domine l'après-match et là encore une fois, je ne la vois pas perdre demain. Ou ce soir plutôt. Parce que elle écrase littéralement Liv Morgan, littéralement, hein, mais encore une fois, il faut pour ça que le match reste sans intervention. Nous verrons ça dans les pronostics, mes amis. Oh oui, oh oui. Suite à ça, nous avons une voiture promo de Kevin Owens. Alors, Kevin Owens continue à faire des promos avec son téléphone portable dans la voiture. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Ça fait une vibe différente. Et il prévient Randy Orton qu'il va lui faire mal à Crown Jewel. Ok, bien, ils font mousser leur match, il y a besoin. Par contre, alors c'est une vibe, mais je sais pas s'ils vont aller dans cette direction, mais Kevin Owens m'a rappelé mon frère franc-tireur Antoine Bernard dans cette promo. Je suis désolé auprès de vous et auprès de la Rix, j'avais complètement zappé que hier à 21h ils ont diffusé l'épisode 24, si je dis pas de bêtises, de la Rix, où j'ai fait mon retour, après un mois d'absence parce que j'étais en Italie, et où pas mal de choses sont passées, et notamment une victoire pour Tom Larufa, et même pour Antoine Bernard, pour Tom Larufa, et en équipe avec Jean-Michel, nouveau membre des Francs-Tireurs. Bref, mes amis, c'était un gros show hier à la Rix. Vous avez été beaucoup à regarder et vous avez vu, j'avais ma caméra sur le front. Je pense, alors peut-être la semaine prochaine, je je vais me débrouiller pour vous sortir donc POV Tom LaRufa, POV Wrestling. Alors c'est pas vraiment un match, mais vous allez revivre mes segments de la Rix devant le public à travers la caméra en POV. Oh oui, répandez le mot les amis, partagez la vidéo parce que franchement ça va être un truc de ouf. J'ai regardé un peu les vidéos, j'ai pas encore tout analysé parce que ça moi j'analyse tout et je décortique les vidéos quand je fais le montage. Et de le peu que j'ai vu, oh oui, ça a de la gueule. Oh oui, vous vivrez de l'intérieur comme si vous faites l'entrée avec moi, comme si vous êtes dans le ring en train de faire la promo avec moi, comme si vous êtes au bord du ring pour regarder le match d'Antoine Bernard, et comme si vous êtes après Antoine Bernard qui regarde mon match. Oh oui, ça va vous donner une expérience de catch. Ça va vous donner une expérience de catch comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Ça, je vous le dis, nulle part ailleurs. Et ça, c'est qu'un début, mes amis. C'est qu'un début. C'est à la base, c'est pas à la base. À la base, je voulais le faire pour TikTok, ça. Et j'ai pas mal de séquences que j'ai commencé où j'ai commencé à faire le montage pour TikTok, mais il faut que je trouve le bon format en fait. Il faut que je trouve le bon format et la bonne plateforme. Si vous avez des conseils pour le mieux mettre en avant POV Wrestling, Point of View Wrestling,
Ou alors le catch à la première personne. Oh oui, ça s'appelle pas mal. Catch à la première personne. Oh oui, oh oui. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous aimeriez voir. Bon, après, je vous le dis tout de suite, un match entier en show, ça va être dur. Parce que catcher avec une GoPro sur la tête, ça n'a rien de logique ou de storyline ou quoi. Mais d'un autre côté, vous en faites pas, je trouverai une solution. Peut-être pas pour un show encore une fois, mais pour d'autres façons. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire pour catch à la première personne ce que vous aimeriez voir comme concept et comme idée. Ça serait franchement pas mal et je vous le dis, c'est seulement avec Tom Laruffa, oh oui, que vous aurez ça. D'autant plus que les chiffres augmentent, là il y a de plus en plus d'abonnés, merci à vous les amis, oh oui, vous représentez. Donc n'hésitez pas à continuer, abonnez-vous, mettez la cloche parce que les vidéos sortent n'importe comment, enfin n'importe comment, oui, n'importe quand. Je pense que cette review va sortir en milieu de journée, celle de Crown Jewel, je sais pas si je vais la faire demain avant de prendre le train à 9h ou le soir, enfin l'après-midi en rentrant, on verra mes amis, on verra. En tout cas, ce qu'on a vu avec cette promo dans la voiture de Kevin Owens, c'est que j'ai l'impression que Kevin Owens est en train de glisser très doucement mais sûrement sur la pente de la folie, voire, même si on l'a pas vraiment vu à l'écran, mais je pense pas qu'on le verra tant que c'est pas sur Netflix, l'alcoolisme. Oui, parce qu'il a un comportement très bizarre qui m'inquiète. Tout comme d'ailleurs le comportement d'Antoine Bernard m'inquiète. Oui. Je vous envoie vers l'épisode 24 de la Rix que je mettrai sûrement en description en dessous, mes amis. Oh oui. Si j'y pense, parce qu'après je dois speeder pour aller. Les amis, là il est 10h40 déjà. Dans 1h20, je commence l'entraînement. Midi 16h et après il y a le show ce soir. Allez, vas-y, on va activer, mes amis, on va activer. Oh oui. 6ème télé reviews de la semaine. Oh oui. Tag team match ensuite avec les Street Profits et Pretty Deadly. Alors, là aussi, pareil, un bon petit match par équipe, pareil, pas trop long, rythme assez soutenu, bel esprit. Le plus incroyable du match, franchement, bon petit match. Les deux équipes sont bien établies, elles ont capté le catch en équipe, ça c'est bon. Le plus incroyable dans ce match, vous savez, c'est quoi? Et pour ceux qui ont eu le show, je suis sûr que vous avez percuté. Bifab a enfin servi à quelque chose. Bifab a enfin fait quelque chose. Une intervention avec un body slam sur un des deux heels. Waouh. Bravo meuf, tu mérites ton salaire de meuf sur la route qui est à 6 chiffres par an. Alors oui, donc peut-être que ça va annoncer des match tag à 6 intergender si Pretty Deadly se trouve un valet avec eux, une meuf. À voir. Ça pourrait être sympa parce que ça pourrait lancer une feud, donc Street Profit Pretty Deadly, qui pourrait être très divertissante, je pense. Et on verrait plus d'actions de Bifab qui lui ferait enfin mériter son salaire de membre du roster de la route. Oh oui. Suite à ça, mes amis, nous avons un tag team match entre Naomi et Bayley contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Alors apparemment, la pauvre Indy Hartwell a été libérée de son contrat hier. Donc, bonne chance à toi, amiga. Et donc, c'était un peu son dernier match à la télé. Des fois ils font, enfin pas souvent, mais des fois ils font ça. Juste avant de virer une personne, ils leur donnent un dernier match à la télé pour les lancer après sur des meilleurs eaux possibles sur les indies ou pour rebondir, pour pas qu'en fait il les vire après 6 mois aux oubliettes, comme je crois d'ailleurs ça a été le cas pour Baron Corbin. Baron Corbin également s'est fait renvoyer, donc je ne pourrais pas le manager à la WWE. Désolé amigo. Donc bref, tag team match, là aussi franchement un bon petit match par équipe, basique, rien de spécial à dire en fait, c'était propre, il n'y avait pas d'accro. Je vous dis, c'est le thème de ce SmackDown, un bon petit SmackDown. Tous les matchs, tous les segments, c'était un bon petit match, un bon petit segment, un bon petit match, un bon petit segment. Pourquoi? On le verra en conclusion. J'ai ma théorie là-dessus. Oh oui, oh yeah. Déguette. Et donc, donc c'est ça en fait. Le truc, c'est victoire de Naomi et de Bayley. Bon, enfin bref, autant pas attendre la conclusion parce que sinon je vais venir le dire en conclusion, on va oublier. En fait, je pense que on a que des bons petits segments, des bons petits matchs. Pourquoi? Parce que donc ils ont enregistré ce SmackDown après un Raw. Après le Raw qui était au Barclays Center, je crois, à Brooklyn ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, parce qu'ils l'ont pas annoncé au début du show, ils ont pas mis le nom de la ville et tout, donc c'était intéressant quand ils ont dit ça. Je fais oula, ça a dû être enregistré, et puis je regardais la foule. Je dis, est-ce que je vois que des mecs avec des turbans? Oui, des turbans ou les habits d'Arabie Saoudite, là, blancs avec le truc sur la tête. Pas le foulard, mais voilà. Et en fait, je vois quasiment que des Américains, enfin des gens qui ont l'air être occidentaux, quoi. Je fais, tiens, c'est bizarre, ils ont dû enregistrer parce que là, ils sont en Arabie Saoudite. Et donc, comme ça a été enregistré après un SmackDown, comme ce SmackDown a été enregistré après un Raw, on sent que les catcheurs et les catcheuses ils vont doucement. Car non seulement la foule, mais eux aussi doivent être assez crevés. Quand vous enregistrez 2 shows comme ça, c'est-à-dire il y a quasiment 3-4 heures de tapings, c'est assez long pour les nerfs. Et donc, ils avaient des matchs simples, basiques, et franchement, ça a fait totalement le job. Oh oui. Alors, c'était pas des matchs de WrestleMania, mais c'est pas grave. SmackDown n'est pas WrestleMania. Oh non. Alors, donc, comme j'ai dit, victoire de Naomi et de Bayley. Ouais, que je pense pas que la feud va continuer, puis si Indy Hartwell a été renvoyé, libéré de son contrat.
Ouais, Naomi, Bailey, peut-être ils vont continuer avec Candice LeRae. Et peut-être un retour de Charlotte. Je sais vraiment pas comment ils vont ramener Charlotte. Hein. On va voir. Sûrement à Survivor Series, j'imagine. Je sais pas, on verra. Nous verrons, mes amis, nous verrons. Suite à cela, une in-ring promo, le segment principal du show, entre Roman Reigns et Jimmy Uso, et bien sûr avec Jay qui est arrivé. Donc Jimmy commence en disant à Reigns qu'il doit à tout prix enterrer la hache de guerre avec Jay pour pouvoir battre Solo et sa Bloodline. Et juste quand Roman va prendre le micro, Jay Uso et sa super musique d'entrée retentissent. Désolé mes amis, c'est la petite... comment t'appelles ça pas la pastille. Le comprimé effervescent qui donne l'énergie. Oh oui, oh oui. On va en avoir besoin aujourd'hui, mes amis. Je vais quand même aller prendre un Monster pour avant le show. Hein. Dans le vlog Hachi, vous avez vu que le Monster, c'est le seul truc qui me donne de l'énergie avant un match. Oh oui, oh oui. Donc il va falloir que je m'arrête à Leclerc pour aller en prendre un avant d'aller faire l'entraînement. Ou alors avant le show, on verra. On verra, mes amis. Oh, tiens. Les volets se ferment tout seuls. C'est le vent. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce un signe? Serait-ce un signe qu'il ne faut pas que je prenne de Monster? On verra. Peut-être je lirai les énergies, mes amis. Nous verrons, mes amis, nous verrons. En attendant, ce qu'on a vu, donc, c'est Jay qui arrive avec sa super musique d'entrée. Alors là, la foule est à fond derrière Jay, et là, j'ai une vision. Avec une telle connexion de la foule qu'il a, et de mieux en mieux, la foule chante sa musique, ils sont ouf, la musique est top, hein, c'est une des rares bonnes musiques que Def Rebel, j'ai l'impression, a faite, si c'est eux qui l'ont fait. Moi, je suis un Jim Johnston guy, hein, je pense comme beaucoup. Mes amis, donc, sauvegardez cette reviews, et mark my words, comme on dit en anglais, je vois un jour Jey Uso avoir un règne de champion du monde. Je le vois. Parce qu'avec une telle connexion, les amis, ça serait vraiment dommage de ne pas rentabiliser là-dessus. Il est plus over que l'était Kofi Kingston à l'époque quand Kofi Kingston a été champion du monde. Je pense que la WWE, si les choses sont bien faites, et des fois elles le sont, pas tout le temps, mais des fois elles le sont, un jour l'office récompensera Jay et lui donnera une feud pour le titre mondial et un petit règne de 3 ou 4 mois. Voilà, en fait pour au moins dire qu'il a été, parce que là franchement c'est un ensemble, mais le job qu'il fait et surtout je redis cette connexion qu'il a avec la foule, c'est ce qu'on veut en catch, que ce soit en heel ou en face, on veut une connexion avec la foule, et si vous n'avez pas ça, votre carrière va pas décoller. Et Jay aujourd'hui est un des plus gros babyface de la WWE, et je suis sûr que niveau merch il doit vendre pas mal de trucs, donc franchement je vois bien la WWE un jour lui donner un petit, alors quand je dis un jour, ça va peut-être être pas tout de suite, ça va peut-être dans les 2 prochaines années, mais s'il se blesse pas et s'il continue à être over comme ça. Mais je vois la WWE lui donner un petit titre mondial en récompense pour son boulot. Et donc en parlant de son boulot, très gros boulot aussi dans cette promo. Parce que donc, Jay arrive et il prend le micro et là on sent tout de suite la tension dans le ring entre Jay et Roman. Et c'est un magnifique travail d'acteur des deux. Entre Jay et Roman, bel esprit. Les mecs, c'est des super catcheurs. Ils ont des super charismes, ils ont des bons petits physiques. Bon, Jay moins que le Roman Reigns qui a un physique de ouf. Oh oui. Je vais pas sortir les photos comme hier, comme j'ai été obligé de le faire pour Shawn Michaels. Et là, alors là, pareil, là c'est mon... Quand je dis pareil, c'est surtout mon œil d'étudiant du business et d'acteur du business. Il y a énormément à apprendre d'un mec comme Roman Reigns, les amis, et c'est même pour un gars comme moi qui fait ça depuis 20 ans. Roman Reigns, si vous voulez retourner voir le segment, il doit être dispo sur YouTube ou sur Watch Wrestling, comme je le fais. Roman Reigns reste totalement immobile pendant tout le segment. Et il joue avec des détails, vraiment des détails minuscules sur ses expressions faciales pour vendre ce que dit Jay et raconter l'histoire. Et ça, mes amis, c'est un vrai travail d'acteur. C'est pas un travail de catcheur, c'est un travail d'acteur d'Hollywood. Et le travail de la caméra aussi, parce que la caméra reste très bien cadrée sur Roman Reigns, comme ça. C'est un truc de ouf. Moi, j'adore les gros plans comme ça en catch, mais pour ça, il faut rester immobile. Et donc, pourquoi je vous dis c'est un vrai travail d'acteur? Comme je vous l'ai dit, et que je conseille beaucoup à des jeunes qui font des stages avec moi, il fait chaud. Il fait chaud avec ma bonne veste NXT. Je crois que c'était la veste de Tom LaRuffa de New Wrestling, la fête d'Alex Wright que j'avais ramenée. Mais là, en fait, c'est ma veste NXT. Bon, c'est pas grave. Parce que j'adore, en fait. Moi, j'adore les pulls à capuche comme ça, ouverts avec la fermeture éclair. C'est mes habits préférés, surtout pour l'hiver. Parce que ça s'enlève facilement, ça se met facilement. Et si t'as trop chaud, hop là, t'ouvres tout. Et là, hop, il y a les pecs. Bon, bref, et les abdos aussi. Oh oui, et les poils et les tatouages. Donc, tout ça pour dire... Donc, travail d'acteur, parce que, comme je dis souvent à des petits qui viennent faire des stages, comme ceux qui vont venir dans 1h10 maintenant, à stage ou entraînement, prendre des cours d'acting, des cours de théâtre, ça peut être excellent pour votre carrière et même pour votre vie en général. Et moi, j'en avais pris en 2017-2018. J'avais fait pas mal de cours d'acteur à Nice, dans une école de théâtre.
Et en fait, on travaillait parfois la caméra en mode, pas Hollywood, mais en mode film. Et on se rend pas compte à quel point tourner un film et être acteur dans un film, c'est dur. Parce que, je vous explique, vous allez comprendre. Dans la vie de tous les jours, quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes très comme ça. Ouais, tu sais, alors ça, ouais, non, mais ça, tu m'as fait ça c'est pas bien. Tu sais, vous bougez le visage, vous bougez les mains, vous vivez le truc. Quand vous avez une caméra et que vous jouez une scène où vous avez un gros plan là, vous devez tout immobiliser. Et vous devez jouer votre texte et sortir les émotions, mais en vous concentrant sur votre visage. Et ça, c'est ultra dur. Je vous conseille d'essayer un jour. Je vous conseille de vous observer dans la vie de tous les jours et dans des moments importants de votre vie ou de votre vie émotionnelle, quand vous avez des échanges avec quelqu'un qui compte pour vous ou qui je sais pas, des moments importants de votre vie, essayez de vous observer de l'extérieur et de dire waouh, comment je réagis là. Parce que ça, c'est ce qu'il nous avait dit le coach d'acting à NXT. Il nous avait dit essayez de. Oui, non, j'ouvre parce qu'il fait trop chaud en fait. Ah ouais, non, après ils vont dire ouais, YouTube, non, il y a de la nudité dans la vidéo. Ouais, donc coach d'acting à NXT États-Unis nous avait dit observez-vous et prenez des notes sur comment vous réagissez dans des périodes fortes de votre vie. Et moi, ça m'avait marqué ça. Ça m'avait marqué et je commençais à le faire. Je commençais à m'observer quand je m'énervais. Alors bon, c'est rare que je m'énerve, mais quand j'étais triste, content et tout. Et essayez de comparer ça. Imaginez-vous, vous avez une caméra sur la gueule, parce que pareil, par exemple, je vous donne un exemple. Vous tournez une scène dans une voiture, d'accord? Vous êtes assis à côté votre partenaire de scène, et vous devez jouer. Mais la caméra, elle est centrée là, donc vous ne pouvez pas bouger la tête. Et vous êtes obligé de parler à votre partenaire de scène en restant ultra immobile, mais en faisant sortir les émotions et en jouant texte, c'est ultra dur. Et bref, c'est ce que fait Roman Reigns. C'est ce qu'a fait Roman Reigns dans cette promo, et franchement, respect total, parce que vous imaginez pas à quel point c'est dur, et c'est pour ça que vous savez, bon, des fois je m'enflamme dans mes reviews, et surtout dans les commentaires quand je vois des fans qui disent oui, mais ça, tu sais, ils essayent d'apprendre le boulot, mais vous avez. Et de toute façon, vous l'avez vu dans les TLR Stories. Vous avez vu tout le boulot qu'il y a derrière, ne serait-ce qu'un match de 8 minutes, cheveux contre cheveux, où il n'y a même pas la moindre prise vraiment, vraiment compliquée. Non seulement on se blesse, non seulement il faut respecter les temps, non seulement il y a plein de trucs qui se passent que le public n'a pas conscience. Et c'est pareil pour ce genre de segment promo. Il y a tellement de données qui rentrent en jeu qu'on ne peut pas juste être derrière son ordi, alors qu'on n'en a jamais fait de sa vie, soit des promos, soit du catch, et dire « Oh, c'était une promo pas très bien quand même. Hein. » Non, en fait, les gens qui font ça, ils n'ont pas les yeux en face des trous, en fait. Ou alors, c'est des enfants. C'est des gamins de 16, 18, maximum 20 ans, mais qui ont rien vécu de leur vie et qui n'ont pas conscience de tout le boulot qui rentre dans un domaine professionnel. Et je ne parle pas juste du catch. C'est comme moi, par exemple, je regarde des joueurs de football, ou même des acteurs, ou même peu importe, des plombiers, des bouchers, ce que vous voulez, des vrais pros, on va pas leur apprendre à faire le métier si tu l'as jamais fait toi-même. Ou en tout cas si tu l'as pas fait pendant des années ou si tu n'as pas au moins essayé de le faire. Oh non, oh non. Donc voilà, grosse mention pour le travail d'acteur de Jay et de Roman. Et les caméramans aussi, ils ont géré. Hein. Les caméramans de WWE savent exactement ce qu'ils font. Parce que par exemple, je vois avec Larix, le caméraman Larix est très doué. Hein. Phil, il est très doué. Le seul problème, c'est qu'au final, comme il ne parle pas français, c'est un anglais, je crois. En fait, des fois, il a du mal à suivre l'action. Et en fait, il fait des gros plans, c'est super, mais pas sur la bonne action. En fait, c'est notamment au micro. Mais ça, en fait, c'est pas grave. Malheureusement, la Rix, c'est pas la WWE. Mais, vous voyez, moi, c'est ça que j'étudie, parce que même quand je regarde un show Rix, je regarde ça comme ça. Je regarde le travail de la caméra et je me dis, là, je bouge trop, là, j'aurais dû aller plus rapide. Enfin, voilà, c'est toujours le perfectionnisme, mes amis. Le perfectionnisme, surtout, pourquoi? Pour affirmer la suprématie des francs-tireurs. Oh oui, oui. La suite au prochain numéro, le prochain show X dans 2 semaines, épisode 25. Oh, bel esprit. Jay, alors Jay a une réplique aussi qui est parfaite. En fait, là, ça donne le ton, cette promo. Et il dit à Roman Reigns, I'm your equal now. Je suis ton égal maintenant. Et tu me regardes comme ça. Et en fait, il pose les conditions pour que Roman Reigns, pour s'associer à Roman Reigns. Et Roman Reigns, les conditions, c'est qu'il lui donne le respect total. Et il ne doit lui donner aucun ordre. Il doit faire ça en tant que famille et en tant que cousin et pas en tant que tribal chief avec toute la hiérarchie qui vient en dessous. Grosse émotion, grosse promo. Et Roman Reigns, pareil, le mec, il y a beaucoup à apprendre de Roman Reigns, je vous le redis encore une fois. En un seul mot et un seul geste, il forme le pacte. Yeet et en levant le doigt. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Alors bien évidemment, il y a des années de booking derrière qui permettent à Roman Reigns d'être comme ça, mais même, il faut la confiance et l'assurance, le look, il faut tout, il faut le total package pour que ça marche avec la foule. Parce que si... Prenez je vais pas citer de nom, mais un catcheur moins impressionnant et moins bon, et vous lui donnez le même booking que Roman Reigns, c'est pas sûr qu'il connecte autant avec la foule. Comprenez. Le booking est important, mais le talent aussi.
Donc, après, dans quelle proportion, ça, je sais pas. Mais j'ai même envie de dire, ça va dépendre des cas. Il y en a, ça va être 90% le booking, 10% le potentiel, et d'autres, c'est l'inverse. D'autres, ça va être Daniel Bryan. Parfait exemple. Bryan Danielson, le mec est devenu champion du monde. Pourquoi? Parce qu'il avait 75% de talent et 25% de booking. Ils avaient tout fait pour pas qu'il soit champion. La foule l'aimait tellement que, non, on est obligé de le faire champion. Parfait exemple. Après, d'autres, des fois, vous en avez, bon, pareil, là, j'ai pas de nom qui viennent tout de suite en tête, mais les mecs, on sent que l'office nous les pousse, et au bout d'un moment, bah, ça marche plus, quoi. Ça marche un moment, mais ça marche plus. Donc ça aussi, là, c'est plutôt l'inverse. C'est 75% le booking, 25% le talent, mes amis. Oh oui, oui, donc après ça, on a un Fatal 4-Way féminin qui est un avant-goût, un apéritif avant le match de demain entre Io Sky, c'est ça, Io Sky, Lash Legend, Piper Niven et Bianca Belair. Alors là, tout de suite, mes amis, on a une surprise et une non-surprise. Et ça, je sais que les réguliers des reviews, vous savez de quoi je parle. Alors, on commence direct par la non-surprise, bien sûr, ce qui nous a absolument pas surpris, surtout si vous regardez les reviews depuis quelques semaines. Lash Legend est déjà dans le ring et on n'a pas vu son entrée. Son entrée n'a pas été diffusée à l'antenne. Pourquoi? Parce que, comme, encore une fois, elle vient d'NXT, c'est la moins établie et c'est un message déjà pour la foule parce que comme elle n'est pas établie, pas gâchée, mais utiliser des minutes d'antenne pour faire son entrée, ça va moins connecter avec les gens. Et deuxièmement, c'est aussi un message old school, genre, hey meuf, t'es la nouvelle arrivée, tu viens d'arriver, ton entrée, tu seras pas à la télé. Nous, on nous le faisait des fois à NXT. De toute façon, vous avez vu à mon match à TakeOver, ils ont rejoué toutes les vidéos qui nous ont amenés au match pendant mon entrée. Moi, on m'a vu mon entrée, on m'a vu, allez, 20 secondes d'entrée pour un segment d'entrée qui faisait 2 minutes. C'est dommage parce que c'est toujours cool de se la jouer dans le ring. T'arrives dans le ring, t'as la hardcam en face de toi, tu fais ouais, et alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis chez moi. Ça, c'est bel esprit. Mais ça, à TakeOver, je n'ai pas eu ce moment. C'est pour ça que, comme je dis dans la TLR Stories numéro 2, je prends mon temps, prends mon temps, mais je sais que le moment où je descends la rampe comme ça, là où je dis c'est ici c'est chez moi avec les lunettes et tout, avec la veste dorée, c'est mon moment de briller. Allez voir la TLR Stories numéro 2 avant. Pareil, je veux pas le répéter, mais avant que j'espère que YouTube va pas l'enlever parce que ils ont enlevé 2 vidéos du match de TakeOver sur notre chaîne TLR Official. Ouais, je trouve un moyen parce que franchement, c'est une vidéo où j'ai mis beaucoup d'énergie et que vous adorez. Hein, elle est à 10 000 vues. Bel esprit, meilleure vidéo de la chaîne. Oh oui, oh oui. Et que ça continue. Oh oui, oh oui. Prochaine TLR Stories, si je peux, la semaine prochaine, sinon mi-novembre, mes amis. Oh oui, oh oui. Et donc, la non-surprise, c'est, je vous redis, donc, que Lash Legend est déjà dans le ring et on voit pas son entrée. Ça, non-surprise. Et alors après, là, les amis, j'ai halluciné, j'ai pas su ce qui s'est passé. Une surprise qui m'a littéralement retiré toute la salive et toute ma voix et presque, mon âme est presque sortie du corps. Quand j'ai vu que, et j'ai compris que c'était Bianca Belair qui allait catcher et pas Jade Cargill. Et que Jade Cargill allait juste être ringside. Mes amis, pourquoi vous m'avez enlevé ce plaisir de voir en action Jade Cargill? S'il vous plaît. Alors je sais qu'elle doit avoir un salaire de ouf. Elle doit avoir un salaire, je dis, à vue de nez au moins 600 à 750 000 dollars par an peut-être. Je sais pas, j'espère sincèrement parce qu'elle a tellement de talent, il le faut. Et donc, je comprends. Qu'elle soit autant payée, vaut mieux pas la faire catcher à SmackDown, vaut mieux la garder pour les gros événements. Parce que quand elle catch, oulala, mon Dieu, quel plaisir. Quel plaisir, et ça a l'air totalement mérité. Oh oui, oui. Donc, oui, alors, c'est grosse surprise qu'elle catche pas, parce que moi, je voulais vraiment l'avoir catché. Surtout dans un match comme ça à 4 où il y avait plein d'actions, on allait voir direct son timing excellent, et ses instincts, et ses placements et tout. Oh oui, oui. Et ben là, en finale, ils ont mis Bianca Belair, qui est une excellente catcheuse elle aussi. Mais elle est pas si bonne que ça, parce que dans les matchs en équipe avec Jade Cargill, en fait, c'est Bianca Belair qui s'en prend plein la gueule à chaque fois. Alors peut-être sa technique, elle est pas encore assez forte, elle sait pas encore assez bien éviter les prises de ses adversaires. Jade Cargill domine tous les matchs, en fait, et elle rentre que pour démolir les adversaires. La pauvre Bianca Belair, que j'adore, qui a été une ancienne championne, elle s'en prend plein la gueule dans les matchs en équipe. Je comprends pas. Bon. Bien évidemment, hashtag ironie. Fatal 4-Way, c'est toujours un peu le BORDEL. Pourquoi? Parce que les 4 catcheurs ou catcheuses sont en même temps dans le ring. Mais au moins, ça donne de l'action non-stop. Et franchement, c'était un superbe match par 4 athlètes, hein, franchement. C'est un match qui donne le ton pour demain aussi, parce que la victoire peut arriver à tout moment. Et ce soir, à SmackDown, c'était Io Sky qui prend la victoire sans que personne la voie venir, avec un magnifique enchaînement où t'as Bianca qui fait son finish. Et là, direct, bam, Io Sky a fait un splash et elle vole la victoire. Bel esprit, le timing, l'histoire racontée, les meufs. Et même, en fait, bon, Piper Niven, alors oui, je sais, moi je fais une fixation sur les physiques. Piper Niven, bon, oui, alors elle est ronde, mais ça reste une athlète de ouf et elle est très jolie aussi également, dans son genre. Il y en a, ils aiment ça. Hein. Ça m'est arrivé, moi, une fois, j'ai eu une aventure avec une personne assez ronde. C'était
j'allais dire pas déplaisant, oui, ça reste une femme, hein, attention. Hein. Après voilà, c'est tout, c'est l'énergie qu'elle dégage, c'est son visage, c'est tout, c'est le charme. Et bref, ça pour dire, Piper Niven, respect total. Hein. Elle catchait à la WS elle aussi, hein. Elle s'appelait Viper à l'époque, on l'a ramenée d'Angleterre. 2010-2011 et déjà à l'époque elle était très bonne, mais là voilà, la WWE elle a largement sa place sur le roster, surtout qu'elle est unique elle aussi, hein. Il n'y en a pas deux comme elle, hein, sur le roster en tout cas. Et grosse mention pour Lash Legend, franchement, parce qu'elle a déjà l'intensité, elle a la présence, elle a le look, le physique. Elle risque de faire très mal sur le main roster. Hein. Oh oui. Déjà, elle fait très mal dans le ring. Hein. Parce que, déjà, face à Jade Cargill, les gens commencent à plus connecter avec Lash Legend. Je vous le dis, la foule, ils vont commencer à capter que Cargill, c'est une impostrice. Une impostrice, ça se dit? Oui, peut-être. Ou imposteuse, je sais plus. Bon, peu importe. Main event, mes amis, tag team match entre Gunther, Gauthier et Ludwig Kaiser, Louis l'Empereur contre Randy Orton et Cody Rhodes. Cody Rhodes. Alors, là, en fait, de toute façon, le match a été très bon. Hein. Enfin, très bon. Un bon petit main event. Un bon petit main event pour un bon petit SmackDown. Oh oui. Par contre, là, en fait, dans ce match, moi, les commentaires, c'est très simple. Gros respect pour le parcours de Gunther et Ludwig. Oui, les mecs, ils viennent d'Europe. Ils ont commencé ensemble en Europe, sur les Indies en Europe. Et là, ils sont dans des main events à SmackDown, à catcher contre deux des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE, Randy Orton et Cody Rhodes. Bel esprit, respect. Moi, je respecte ce genre de truc. C'est le premier truc que je vois. Quand je vois des mecs comme ça, comme Gunther et Ludwig Kaiser, Marcel Bartel, Axel Dieter Jr., qui sortent de l'entrée des catcheurs, je me dis, waouh, ces mecs-là, ils ont été ensemble sur les routes en Europe. Ils ont Walter a catché dans le même, sur les mêmes shows que moi à la WS. Ces gars-là, ils ont ramené leur boss. Travailler leur boss, je sais pas. Bref, ils ont catché à travers toute la planète et là, ils sont au top du game à la WWE. Respect total, ça force le respect et l'inspiration. Oh oui. Après, respect au final aussi quand même pour Orton et Rhodes. Orton qui a fait toute sa carrière à la WWE, il a commencé, il avait quoi, 20-22 ans max. Cody Rhodes, lui, pareil, il a commencé tout en bas de l'échelle, mentoré, ça se dit, mentored par Randy Orton. Il moussait pas, il était dans une impasse, il est parti ailleurs, il s'est fait un nom, comme son père lui avait dit, hein, c'est son père qui lui avait dit, ça je m'en souviens, il nous l'avait dit lors d'un speech au Performance Center. Mon père m'a dit, pars, si t'es pas content, pars, va ailleurs, va te bosser ailleurs, fais-toi un nom ailleurs. Il l'a fait, il a créé la concurrence de la WWE et il revient et le mec maintenant est au sommet de la WWE. Respect pour Orton et Rhodes. Et au final, donc, bon petit respect pour ce bon petit main event, comme on dit, alors je sais pas si ça se dit toujours cette expression, un bon petit main event, pas piquer des hannetons. Alors je vais quand même pas mettre ça dans le titre de la vidéo, moi ça va juste être genre un bon petit SmackDown avant Crown Jewel plus les pronostics. Oui, j'ai déjà le titre dans ma tête. Et des fois les titres je les prévois à l'avance, ou alors ils viennent en fonction de la review, comme ça vous savez comment je mets mes titres. Parce qu'en fait le truc, je me pose la question de me dire est-ce qu'il vaut mieux pas mettre les reviews de SmackDown de telle date sans rien. Mais non, j'aime bien mettre un titre, parce que ça donne un ton et ça commence à raconter l'histoire de la review, parce que chaque review est une histoire dans un sens. Non seulement je raconte des histoires, mais chaque review a une énergie. Par exemple, là, ce matin, je vous vois pas, j'ai commencé, j'avais l'énergie assez basse déjà, parce que je voulais pas trop gueuler, parce que peut-être il y en a qui dorment à côté, mais bon, après, au bout d'un moment, pas les steaks, hein, il est quand même 11h02, et après, au fur et à mesure, on s'échauffe, et boum, ça part. Oui, donc un bon petit respect pour un bon petit main event, pas piquer des hannetons. Victoire de Rhodes, mais attaque de Kevin Owens sur Orton après coup, et Gunther en profite pour mettre un slipper sur Cody Rhodes, et le show se termine sur ce visuel de Cody Rhodes dans la mouise, et Gunther, même s'il a perdu, il est build strong pour demain, construit fort. Alors franchement, c'était donc un SmackDown assez basique, un bon petit SmackDown avant Crown Jewel, rien d'époustouflant, mais le minimum vital pour le go home avant le PLE de demain. Oui. C'était, alors pour utiliser une métaphore, parce que vous savez que moi je suis le master in métaphore, c'est comme, en fait c'est la petite pizza qu'on se mange avant le gros match de foot. Enfin moi je regarde pas le foot, hein, mais certains, la plupart font ça. C'est la petite pizza, quand on est là entre potes, on rigole, avant que, ok c'est bon, on met le match maintenant. Là c'est ça, ce SmackDown c'est une petite pizza avant le match de foot qui est Crown Jewel demain. Et donc, en parlant de match de foot, et en parlant surtout de Crown Jewel, les pronostics, mes amis. Oh oui, alors je les ai pas faits, je vais les faire au feeling, comme d'hab. Alors, la carte de Crown Jewel, déjà, il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Ah ouais, quand même. Ou alors peut-être il y aura un pre-show, je sais pas. Bon, je sais pas, on verra. Ça m'étonne qu'il y ait 7 matchs. Il n'y en a pas 5 normalement sur APL, ou alors parce que comme c'est une commande express des rois d'Arabie Saoudite, peut-être... Oh ouais, oh là là, mon Dieu, ça a craqué, c'est magnifique. Oh là, les énergies, oh oui, qui s'alignent. Bon bref, alors US Championship match entre Andrade, Carmelo et LA Knight. Bon, oulala, ça va être dur là.
Andrade, je le vois pas. Peut-être ils vont pusher Carmelo, peut-être, ouais, pour lui donner ça. Alors, pour moi, c'est entre Carmelo et LA Knight. Et LA Knight, je pense. LA Knight, c'est pour commencer la soirée sur une bonne note, et il est tellement over, donc je le tape en même temps. LA Knight garde le titre pour partir sur une bonne note. Ils vont pas faire gagner les Heels si c'est le premier match. Je pense que ça sera le premier match. Ensuite, on a le Women's Tag Team Championship match. Ouh là là, avec les vainqueurs. Alors, on a Damage Control, on a Bianca et Jade. Ensuite, on a Piper et Chelsea. Et la dernière équipe, c'est qui? C'est qui? Je sais même plus. Je sais même plus c'est qui la troisième équipe. C'est chaud ça, je sais même plus. Attends, il faut juste que je reprenne le match à 4. Le match à 4 Fatal 4-Way. Ah oui, Lash Legend et... Ouais, c'est ça. Ouais, elles sont tellement nouvelles, j'ai pas encore enregistré qu'elles sont sur le roster. Lash Legend et Jakara. Fou. Waouh. Aïe. Tendu, parce que est-ce qu'ils pusheraient direct Lash Legend et Jakara en leur donnant le titre? Ça serait sympa. Pour ensuite avoir, comme les fans s'en sont pleins, 4 catcheuses afro-américaines catchées pour le titre par équipe. Tu sais quoi, je vais avoir des balls. Allez, je vais dire ça. Allez. Lash Legend et Jakara qui gagnent. Allez. Là, j'y vais parce qu'en fait, il y a trop d'aléas possibles dans ce match. Tout dépend de la direction. Et là, je vais aller avec les Corones. Je dis Lash Legend et Jakara qui gagnent leur premier match, leur premier titre par équipe. Et après, ils vont feuder avec Jade et Bianca Belair. Comme ça, les fans sur internet sont contents. Oh ouais, super, des catcheuses afro-américaines à l'antenne. Alors que, en fait, la couleur de peau, franchement, si t'as du talent, qui s'en bat les steaks en catch? Expliquez-moi, en catch, dans tout d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais l'important, c'est que tu connectes avec la foule. Comme n'importe quelle industrie où t'as un public, en fait. Bon, mais bon, ça, il faut aller faire comprendre ça aux populations woke, ou alors la cancel culture, sur laquelle on crache avec engouement. Pah! Dites-vous une chose, les amis, hein. Les gens qui cancel, c'est des fascistes. Hein. C'est que les fascistes qui censurent. Faites marcher ça un peu. Apprenez à analyser les mots, les amis. C'est magnifique. La société actuellement, elle me fait rêver, quoi. Oh oui. Bon. Seth Rollins contre Bronson Reed. Ah, ça va être un bon match. Ah, ça va être chaud. Seth Rollins, il a beson de revenir fort. Seth Rollins a besoin de revenir en force, c'est son premier match en étant de retour. Alors oui, il y en a, ils vont dire oui, mais Bronson Reed, il va faire quoi s'il perd? Non, c'est très simple. Bronson Reed, c'est un heel. D'ailleurs, c'est une remarque que je voulais faire quand j'ai lu ce commentaire. Bronson Reed, c'est un heel. S'il perd contre, c'est un heel destructeur. S'il perd contre Seth Rollins, il pourra toujours le démolir après le match. Ou le démolir à Raw le lendemain et lui faire encore plus mal. Et entretenir la feud. Donc ça va pas tuer sa vibe de perdre contre Rollins. Par contre, Rollins a besoin de gagner ce match de retour, notamment pour être construit pour éventuellement aller feuder après pour le titre mondial. Voilà, donc ouais, Seth Rollins. Ensuite, Randy Orton contre Kevin Owens, très très bon, je pense, Kevin Owens. On a besoin de construire Kevin Owens, peut-être pour éventuellement Cody Rhodes. Oh oui. Ensuite, et puis comme ça, peut-être ça donnera un break à Randy, qui peut-être va aller se reposer, ou je sais pas, profiter un peu. Ensuite, Roman, Jay et Jimmy et Solo, Tama Fatou, pareil, là c'est tendu. Parce que je sais pas si on va avoir du The Rock qui intervient. Le problème, c'est que si Roman Reigns gagne maintenant, est-ce qu'il va récupérer le Hula Fala et qu'est-ce qui se passe à Survivor Series? Donc, c'est bon. Allez, je pense. Solo, c'est les heels. Solo, Tama et Fatou. Avec peut-être une intervention de The Rock. Ah ouais, allez, ça fera 2 points. Avec intervention Rock. D'une façon ou d'une autre. Ouais, vas-y. S'il y a une intervention de The Rock, j'ai 2 points pour celui-là. Ça, je vous le dis. Hein. Je tiendrai les comptes. Parce qu'en fait, je vais garder ces pronostics à l'écrit. Liv Morgan contre Nia Jax, c'est pareil. Est-ce qu'on parle avec ou sans intervention? Nia Jax. Je pense qu'il la kiffe là-bas en Arabie Saoudite. C'est en Arabie Saoudite, Saudi Arabia, ouais, c'est ça. Que je dis pas de bêtises. Ils ne sont pas au Koweït ou ailleurs. Et ouais, Nia Jax, parce que je vois pas Liv Morgan gagner là-bas, surtout qu'elle n'a pas le booking. Et puis, en fait, ça apporterait beaucoup plus à Nia Jax de gagner pour son palmarès. Comme ça, elle rentre dans la légende, vraiment. Et Triple H l'aime beaucoup. Que Liv Morgan. Liv Morgan, c'est bon, elle a eu son titre, et puis c'est bon. Le booking ne permettrait pas à Liv Morgan de gagner, ou alors, allons-y, faites du slip, allez, faites 50 000 interventions et Liv Morgan gagne. Mais pour moi, sans intervention, Nia Jax gagne. Et après, pareil, je ne veux pas m'avancer sur le Money in the Bank, parce que je trouverais ça dommage de cash-in ou tenter de le cash-in à Crown Jewel. Ou peut-être, why not? Parce que disons,
Nia Jax gagne. Nia Jax gagne. Alors, Nia Jax gagne. Elle écrase Liv Morgan. Tiffany arrive, elle encaisse, elle essaye d'encaisser sur Liv Morgan, mais elle n'y arrive pas. Et donc, Tiffany repart à 0. Oui, et ça je l'avais dit dans un commentaire. Alors là, maintenant, je vais vous dire la vision que j'ai eue il y a quelques semaines. La vision que j'ai eue il y a quelques semaines, Tiffany Stratton essaye d'encaisser son Money in the Bank. Elle échoue. Et donc, ça fait qu'elle redevient tout en bas de l'échelle avec Nia Jax. Et là, ça devient vraiment une serpillière pour Nia. Elle lui nettoie ses chaussures. Elle n'est plus rien. C'est vraiment son esclave. Et l'esclave, complètement soumise à la sorcière méchante, se qualifie pour le Rumble en janvier. Le Rumble féminin. Et là, Nia Jax est folle en disant « Mais attends, de quel droit tu vas dans le Rumble? Je t'ai pas autorisé. N'oublie pas, tu étais à mes ordres. » Et le bullying continue. Et là, Tiffany Stratton gagne le Rumble. Et segment dans le ring où on croit qu'elle va choisir l'adversaire de Nia Jax. Et au final, elle avoue « J'utilise mon titre, enfin mon droit d'affronter la championne à WrestleMania contre toi, Nia Jax. » Et à WrestleMania, on a Nia Jax contre Tiffany Stratton qui a gagné le Rumble et qui gagne le titre à WrestleMania. Et là, c'est une histoire magnifique. C'est un conte de fées, mes amis. C'est un conte de fées. Et un peu comme à l'époque Batista avec Triple H et dans Evolution. C'est la même vibe. Et franchement, s'ils refont ça, oh oui, bel esprit. Mark my words, guys. Franchement, je vous le dis. Alors, je sais pas si j'ai raison, mais s'ils font ça, scripteur de WWE, oui, scripteur de toutes les promotions de catch que vous voulez, oui. Et main event, Gunther contre Cody. Gunther, il avait gagné King of the Ring l'année dernière. Est-ce que c'est vraiment l'Arabie Saoudite qui décide qui gagne? Et dans ces cas-là, est-ce qu'ils vont faire gagner Gunther ou Cody? Je vois bien Cody Rhodes. Allez, Cody Rhodes. Parce que je les vois pas faire gagner tous ceux qu'ils ont fait gagner l'année dernière, en fait. Ouais. Cody Rhodes, et pour qu'on termine sur une bonne note avec le face qui gagne. Ouais, allez, c'est bon. Cody Rhodes. Oh oui, mes amis, c'était les pronostics pour Crown Jewel. Alors, attendez, j'ai pas fini, parce qu'il y a aussi le commentaire de la semaine. Tellement pressé d'aller faire l'entraînement. Alors, j'écris Cody Rhodes. Oh oui. Alors, ça, c'est bon, mes amis. C'était les pronostics de Crown Jewel. Oh oui. Alors, attendez, je vais juste fermer le dossier. Allez, hop. Enregistré. Oh oui. Et c'est parti pour le commentaire de la semaine, mes amis. La question qui est pas mal d'ailleurs. Qui est assez récente. C'est une question qui a été posée sur la review d'NXT. Après, je vous dis, j'en ai plein d'autres, des anciennes, mais celle-là, je l'ai prise au hasard. En fait, je les prends au hasard, très souvent. Alors, V88LM82 me demande. Oh oui, j'ai regardé le pay-per-view TNA Bound for Glory et j'ai remarqué que le ring rebondissait plus que ceux de la WWE. Cela change-t-il ta façon de prendre des chutes, la douleur des chutes, et pour finir, quel style de ring préfères-tu? Les plus fermes ou ceux qui rebondissent plus? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que les rings WWE sont très différents. Alors, petite info d'insiders, mes amis. Alors déjà, primo, il y en a plein, en fait, parce que ça, j'ai eu quand même une bonne expérience de ring. Alors, pour faire simple, il y a beaucoup qui se plaignent des rings TNA en disant que les rings TNA, quand ils étaient hexagonales, c'était bof, j'avais du mal à m'adapter et tout. Enfin, eux, ils disent. Moi, non, j'ai jamais eu le moindre mal à m'adapter à un ring TNA. Je trouvais ça excellent. J'adorais catcher dans le ring TNA. Pourquoi? Parce que, en fait, t'as beaucoup plus de liberté. Un ring carré, ça pareil, c'est un insider, c'est un qui vous dit, un gars qui a pas mal d'expérience. Un ring carré, t'as que 4 directions pour envoyer le mec dans les cordes. Donc, t'as un style de catch un peu carré, anguleux. Dans un ring hexagonal, t'as 6 cordes différentes, donc d'où tu es, tu peux l'envoyer soit dans un coin, soit dans les cordes, c'est super. Bon, par contre, il faut être bien précis et bien clair dans tes intentions. Ça, c'est le premier truc. Donc moi, les rings hexagonaux, ça m'a jamais posé de problème. Après, pour ce qui est de la fermeté et de la dureté des rings, les rings WWE sont très durs. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être adaptés à des mecs comme Big Show ou Mark Henry. Donc forcément, ils sont beaucoup plus durs à chuter dessus, et je sais que les meufs, les catcheuses, parce que moi je suis toujours une diva, j'étais formé à l'ancienne, prenait plus cher que les mecs, et moi aussi d'ailleurs, parce que quand j'étais à 80 kg, ça me faisait mal une chute sur un ring WWE. Après, le corps s'y habitue, mais quand même ça fait plus mal qu'un ring indie qui est moins solide mais qui a un peu plus de rebond. Ça, c'est le truc. Après, il y avait aussi, pareil, c'est un détail que très peu de gens comprennent, mais il faut avoir été dans un ring pour le comprendre. Quand on est à la télé, on fait un enregistrement télé, souvent la WWE met 4 ou 5 bâches sur le ring. Pourquoi? Parce que s'il y a du sang, s'il y a un liquide qui tombe, ils doivent la remplacer très rapidement. Le truc, c'est qu'au final, vous avez ça de bâche, de coton, enfin pas de coton, mais de tissu sur le ring. Donc ça, c'est une épaisseur de presque 3 cm.
ça tue tout le rebond du ring. Donc en fait, c'est comme si vous chutez sur des tatamis. Et au bout d'un moment, la WWE se posait des questions, mais pourquoi on a plus de commotion cérébrale aux enregistrements de télé à NXT que à l'entraînement? Et en fait, ils ont compris qu'avec tous ces différents canvas, comme on dit, ces toiles sur le ring, et ben en fait, ça a retiré du rebond du ring et ça le rendait beaucoup plus dur. Et on avait beaucoup plus de blessures, notamment de commotion cérébrale ou de mauvaises chutes sur un ring parce qu'il y avait trop de bâches tendues et il y avait plus de rebond. Captez le truc? Je pense que ceux qui sont un peu techniques ou qui font des sports de combat ou capter le truc ou ceux qui font du catch, alors qu'aux entraînements on avait qu'une seule bâche en fait, et dès que la bâche était pourrie on l'a remplacée et donc on sentait beaucoup mieux le rebond du ring. Donc ça aussi c'est un autre détail. Maintenant moi est-ce que je préfère un ring qui rebondit bien ou un ring qui rebondit pas? Il faut le juste milieu. C'est vrai qu'un ring qui rebondit bien, c'est beaucoup plus agréable pour chuter, parce que pour se faire mal, il faut le vouloir. Mais après, par contre, il faut faire gaffe aux genoux et aux chevilles. Surtout quand tu cours ou que tu sautes ou que tu fais des leapfrogs ou des trucs comme ça. Il faut vraiment sentir ton corps et le contrôler. D'un autre côté, un ring qui rebondit pas, c'est beaucoup plus stable pour les genoux et les chevilles. Par contre, pour les chutes, ça peut faire beaucoup plus mal aussi. Hein. Donc, soit tu limites et tu prends des chutes beaucoup plus simples, comme je faisais à la WS, soit sinon, t'y vas, mais t'es comme moi aussi, pareil à la WS, et tu ressors du match, chaque fois t'as mal quelque part. Oh oui, mes amis, c'était la TLR Reviews numéro 57, je crois, de SmackDown du 1er novembre 2024. Oh oui. Et c'est une grosse semaine qui touche à sa fin. Moi, c'est un gros week-end qui commence. Il est 11h15. Allez, c'est parti. Parfait. Pile poil dans les temps. Je balance le plot et direction le stage et le show HCP. Et on se verra demain, mes amis. Oh oui, pour la review de WWE Crown Jewel. Gardez le bel esprit. Oh oui.